Comment progresser en cake design, comment s'améliorer au niveau de sa technique et faire des gâteaux beaux et bons. Vous êtes sur Cake Entrepreneur, une chaîne qui a pour ambition d'aider tous les entrepreneurs qui veulent entreprendre dans la pâtisserie, dans le service traiteur ou dans un domaine artisanal, mais qui veulent vivre de leur passion. Ainsi, dans cette formation, vous allez voir une question qui m'a été posée énormément de fois dans les commentaires. En gros, comment travailler sa technique et comment progresser rapidement en cake design. Bonjour et bienvenue dans la formation Comment s'améliorer en cake design. Cette formation a pour objectif de vous permettre de savoir progresser, comment progresser au niveau de votre technique rapidement en cake design. Cela va demander de l'observation, d'avoir de la technique, avoir beaucoup d'exigences et surtout s'améliorer constamment. J'ai divisé cette formation en 3 parties. On va commencer à aborder la partie visuelle et vous verrez pourquoi est-ce que je parle du visuel avant le goût. Ensuite, on va parler du goût et on va finir par une petite surprise que j'ai pour vous. Donc, suivez jusqu'à la fin, ça va être intéressant et vous pourrez me dire ce que vous en pensez juste après. Je suis Fanny Ouamara, je suis pâtissière et cake designer. Donc, c'est moi qui est à l'origine de la chaîne et aussi du site internet Cake Entrepreneur. Cake Entrepreneur aide toutes les personnes qui sont passionnées du cake design mais qui veulent aller plus loin pour faire de cette passion une activité rentable, qui veut vivre de leur passion simplement et qui vont mettre tout en œuvre au niveau de la technique mais aussi au niveau de la connaissance entrepreneuriale pour y arriver. Pourquoi est-ce que on veut faire cela? Simplement pour s'épanouir et aussi vivre de notre passion. Donc quitter de la passion jusqu'au business. C'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre, car on peut aussi faire du cake design et de la pâtisserie en étant simplement salarié à temps plein. Et dans ce cas, on n'a pas à s'occuper des problèmes de marque, des problèmes de clients, des problèmes d'entreprise, parce que c'est l'employeur qui gère tout ça. Mais si vous voulez entreprendre dans ce domaine, vous allez devoir vous-même vous interroger et vous former à tout ce qui va être entrepreneuriat, comment vous allez devoir passer de cette passion que vous avez pour les gâteaux à une entreprise qui peut, dans quelques temps, vous donner totalement des revenus pour vivre. On va sans plus tarder commencer avec la partie 1, le visuel. Déjà, à quoi ça sert le visuel? Et vous allez comprendre pourquoi j'ai mis le visuel avant le goût. Simplement parce que lorsqu'on veut commander quelque chose, lorsqu'on veut manger quelque chose dans la vie, on commence toujours par regarder avec nos yeux. C'est d'abord les yeux qui vont voir et qui vont être titillés avant qu'on va vouloir aller plus loin pour goûter le gâteau. Et c'est encore plus vrai dans notre génération qui est hyper digitalisée. On a Instagram, on a Facebook, on a Pinterest, on a même aussi les sites internet où dans tous les cas, peu importe l'étape, le client va commencer à regarder des gâteaux visuellement. Donc si visuellement ce n'est pas attrayant, il n'ira simplement pas plus loin. Donc c'est pourquoi le visuel il est hyper important et il faut le travailler de manière très professionnelle en fait. Donc faut vraiment pas économiser de l'énergie ou quoi que ce soit sur le visuel parce que cela va dépendre la suite de tout. Maintenant, il faut savoir que y a des prémices à cela. Avant de faire un gâteau, on va devoir tout calculer et tout prévoir en amont. Calculer le coût des ingrédients, calculer le temps de travail que vous allez mettre pour pouvoir faire tout ce gâteau, chaque étage, qu'est-ce que je vais mettre comme saveur, quelle épaisseur ça va faire, quoi comme décoration. Il faut vraiment tout penser et tout orchestrer avant de se lancer. Pensez jusqu'aux conditions de transport du gâteau, la livraison et l'installation du gâteau sur le lieu de l'événement. Pensez aux températures de conservation du gâteau sur le lieu de l'événement parce que généralement, lorsque les gens ils ont des anniversaires ou bien un mariage, le frigo va être plein de nourriture, de ce que les gens vont apporter et ils vont complètement oublier que le gâteau a besoin de place pour être stocké à température, à 4 degrés, etc. Donc c'est à vous, en tant que professionnel, de vous dire, il faut absolument alerter le client sur ce fait-là, pour qu'il puisse penser à réserver un espace pour conserver le gâteau à température adéquate.
Pensez aussi au temps que vous allez indiquer au client de sortir le gâteau avant de commencer à le déguster. Parce que si le gâteau il est trop froid et qu'on le sert tout de suite, on n'aura pas la même texture que si on laisse le gâteau euh, à température ambiante 15-20 minutes avant de le déguster. Et tout ça contribue à l'expérience que vous allez offrir au client. L'expérience gustative qu'il va avoir et qui va générer sur un wow au niveau visuel, mais aussi sur un au niveau gustatif et qui va vous recommander sans problème parce que vous aurez pensé à bien assurer chaque étape déterminante dans l'expérience qui va pouvoir générer à la fidélisation. Donc le visuel commence premièrement par le montage. Et le montage, c'est le biscuit qu'on va devoir découper en tranches égales. Toutes les tranches du biscuit doivent être proportionnelles. Donc pour ce CD, n'hésitez pas à avoir des outils. Là, vous allez voir sur l'écran, on a ce qu'on appelle un niveau. Ça permet de bien s'assurer que on a un niveau égal sur chaque épaisseur du gâteau. Bien évidemment, quand on commence à prendre la main, on peut se passer de ces outils. Mais je vous assure que ça aide grandement à vous améliorer rapidement et aussi être exigeant sur chaque étape envers vous-même. Maintenant, j'ai plus besoin de ça, mais au démarrage, je m'en servais tout le temps. Donc, n'hésitez pas à vous équiper avec des outils. Il y a aussi la partie fourrage. Le biscuit, s'il est coupé de manière égale, ça fait l'affaire. Mais si juste après vous ramenez le fourrage qui n'est pas réparti de manière égalitaire entre chaque couche, vous n'aurez pas le même rendu. S'il y a un fourrage plus à gauche qu'à droite, vous aurez un gâteau qui sera un peu penché. Donc bien évidemment, s'assurer qu'on met la même quantité de fourrage entre les gâteaux pour avoir la même épaisseur finale. Et tout ça contribue à avoir un gâteau qui sera aligné à la fin. Et donc l'alignement, c'est typiquement la conclusion du montage. Là, vous voyez un gâteau qui est bien monté, où on a des tranches de biscuits qui sont égaux, on a des tranches de fourrage qui sont égales. Donc, toutes les tranches sont égales. On peut se dire, ok, on a respecté la partie initiale d'avoir un gâteau qui est monté correctement. Et on peut passer à la suite. Mais si à cette étape, on a déjà des imperfections ou des handicaps, en guillemets, ça va être compliqué de pouvoir rattraper à la suite. C'est possible, mais ça complexifie le travail et la technique. Donc ça, il faut être bien alerté par rapport à ça. Le lissage viendra juste après qu'on ait monté le gâteau, il va falloir le lisser. Le lissage peut permettre de rattraper des imperfections. Par exemple, si on n'a pas mis des couches égales de fourrage au niveau des gâteaux, on peut mettre un petit peu plus de lissage d'un côté que d'un autre pour rééquilibrer. Mais le lissage va aussi permettre de pouvoir éviter d'avoir des trous après au niveau de la pâte à sucre si on met de la pâte à sucre par-dessus. Donc avoir un lissage qui sera parfait permet d'avoir un gâteau qui a beaucoup plus de chances de finir parfait, enfin presque parfait, parce que la perfection, bien évidemment, n'existe pas, mais ça n'empêche qu'on peut tout faire pour tendre vers cet idéal-là. Donc, respecter chaque étape dans le lissage. On peut lisser aussi avec de la ganache. Précédemment, c'était un lissage de la crème au beurre, à la meringue italienne principalement. Et on peut aussi se servir de la ganache, même si on verra dans la partie gustative, la partie du goût, qu'on peut avoir une préférence pour un lissage qu'un autre par rapport à comment on conçoit en fait son projet de gâteau. Le visuel passe également par la pose de la pâte à sucre. Et là, initialement, quand on commence, dans plein de vidéos qu'on peut trouver sur internet, il y a la technique qui est la plus dominante, c'est la technique où on roule la pâte à sucre en disque. Et après, on pose la pâte à sucre, on recouvre complètement le gâteau de la pâte à sucre et après, on va essayer de lisser. Mais il y a une technique que moi j'utilise depuis 2 ans maintenant et que je ne lâche plus du tout, qui je trouve apporte de meilleurs résultats en termes de finition. C'est ce qu'on appelle la technique du paneling. Donc tapez sur YouTube paneling, vous allez voir des tutos et franchement ça donne de meilleurs résultats en termes de finition du gâteau. Donc moi je vous recommande vivement de vous
formés à cette technique-là. Il faut penser aussi à masquer tout ce qui va être imperfection. Avec ça, vous avez ce qu'on appelle le Crisco, qui est en fait une graisse animale qui ramollit la pâte à sucre pour pouvoir la relisser lorsqu'on a des imperfections comme une trace d'ongle. Typiquement, moi je recommande de tout le temps se couper les ongles pour éviter d'avoir des traces d'ongles sur le gâteau. Franchement, c'est un peu bête de faire autant d'efforts pour avoir des traces qu'on peut facilement éviter simplement en étant informé. Donc avec le Crisco, on peut enlever toute trace sur la pâte à sucre, mais en cas de gros soucis, c'est-à-dire qu'on s'est peut-être loupé sur de la peinture ou on a mis un trou, il fallait pas, on peut rattraper avec de la décoration. On peut rattraper tout ce qui est imperfection avec de la décoration, par exemple des fleurs. C'est fait pour rendre le gâteau joli, le gâteau beau, le gâteau wow, mais on peut aussi s'en servir pour masquer des imperfections. On est dans le cake design, ça sert aussi à ça. Donc il faut être hyper créatif et faire preuve d'originalité pour savoir toujours comment se sortir des situations qui vont forcément arriver ou tout le temps au début et moins souvent, mais il y aura toujours des imprévus. Et vraiment se dire que quand il y a un imprévu, il faut se calmer, se poser et se dire comment puis-je faire le plus simplement possible, le plus moins risqué possible pour pouvoir rattraper la petite gourde qui vient d'arriver. Et généralement, tout se passe correctement. Donc là, vous avez des fleurs en wafer paper. C'est en fait une matière qui est à base de feuilles de riz. Contrairement aux fleurs en pâte à sucre, je trouve que c'est beaucoup plus... c'est moins risqué. Parce que la pâte à sucre, lorsque ça tombe, s'il y a un accident et que les fleurs en pâte à sucre, elles tombent, elles vont se casser. Donc même ça tombe sur le plan de travail ou bien ça tombe du gâteau sur le plan de travail, vous allez avoir des casses. Alors qu'avec des fleurs en feuilles de riz, non seulement elles sont beaucoup plus légères, donc ça ne rajoute pas de poids supplémentaire sur le gâteau, mais en plus, il n'y a pas de risque d'avoir des casses et on a un rendu tout aussi beau qu'avec de la pâte à sucre. Et moi, en tout cas, c'est ce que je fais tout le temps, des fleurs en wafer paper. Donc là, c'est un exemple de gâteau en crème au beurre. Ce n'est pas de la pâte à sucre du tout, c'est de la crème au beurre à la meringue italienne, sur lesquelles j'ai pu décorer avec des fleurs en wafer paper. Quand on parle de visuel, on parle aussi de la découpe du gâteau. Parce que quand vous allez servir le gâteau, donc là on est arrivé à l'étape où le gâteau il a été bien transporté, il n'y a pas eu de problème au niveau du transport, il a été bien conservé, etc. On l'a sorti au moment où il fallait le sortir avant de le découper. Et maintenant, comment est-ce qu'on va le découper le gâteau? Quand il est découpé par quelqu'un qui ne connaît pas du tout comment est-ce qu'on coupe des gâteaux design, généralement ça va être n'importe comment. On aura un gâteau qui sera mal coupé, qui ne donnera pas vraiment envie de manger, mais aussi on peut avoir un gâteau qui est bien coupé, mais parce qu'il a été mal monté et qu'on n'a pas fait attention aux textures des biscuits et de la crème, on a comme une bouillie en fait, qui sera complètement pas jolie à voir, même si le gâteau est extrêmement bon. Et c'est dommage de pouvoir avoir dans des assiettes des gâteaux coupés n'importe comment, alors qu'on a mis tellement de temps à construire la structure du gâteau. Donc, il faut que dans l'assiette, on rende compte du travail qui a été fait tout le long du gâteau. Donc, c'est important de bien terminer sur une note waouh, donc d'avoir des belles coupes, des belles tranches de biscuits, des belles tranches de fourrage. Donc, c'est tout aussi important d'avoir une belle coupe que d'avoir une belle décoration. Donc, tout est important finalement. En fait, c'est ça. Tout est important pour maximiser l'expérience du consommateur pour qu'il vous recommande sans problème et sans obstacle. On va passer à la partie 2. On va parler maintenant du goût. Et là, on va commencer par se demander quel type de gâteau vous allez faire. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes recettes si on fait des gâteaux classiques ou si on fait des gâteaux 3D ou des gâteaux sculptés. Parce que généralement, quand on va faire des gâteaux 3D, on va devoir avoir un biscuit qui se tient très bien parce qu'il y a beaucoup de découpe, beaucoup de manipulation du gâteau. Il ne faut pas vraiment pas qu'il vous lâche en cours de route. Donc,
bien évidemment, selon ce que vous aimez faire, selon ce que vous faites, vous devez adapter vos recettes par rapport au gâteau. Maintenant, on va attaquer la partie des recettes de biscuits. Comment dire, il y a tellement de recettes de biscuits possibles en cake design qu'il est important que vous vous demandez personnellement quelle recette vous allez choisir et pourquoi vous allez prendre la recette. Généralement, les gens vont prendre par exemple le molly cake parce que c'est très très bon. Je suis fan, c'est tellement bon le molly cake, mais cependant c'est quand même un peu lourd comme gâteau. C'est un gâteau, c'est pas une génoise, c'est un gâteau. On peut le déguster, mais sans fourrage, il est délicieux. Mais cependant, si vous avez souvent des retours, des clients qui vous disent le gâteau il est bon, mais il est un peu lourd, ça manque un peu de moelleux, ça manque un petit peu de légèreté, il faut écouter les retours qu'on vous donne et penser à améliorer vos recettes. Et là, pour le coup, il y a des recettes qui sont plus appropriées, sans forcément retomber sur la génoise classique de la pâtisserie française, hein, qui pour moi est beaucoup trop légère pour vraiment tenir le coup dans un gâteau cake design, même s'il y en a qui le font. Mais bon, moi, j'ai déjà essayé et j'ai pas du tout aimé travailler la génoise normale. Donc moi, ce que je conseille généralement, c'est le molly cake. Non, pas le molly cake, pardon, c'est le chiffon cake. Le molly cake, c'est bien pour démarrer, mais par contre, c'est assez lourd. C'est bon, mais c'est trop lourd pour une fin de repas. Parce que généralement, le dessert, c'est la fin du repas. Donc on n'a vraiment pas besoin d'être assommé par le gâteau. On veut quelque chose de léger. Surtout en France, on est quand même assez exigeant au niveau de la pâtisserie. Donc il faut écouter un petit peu les habitudes de consommation des gens autour de vous. On n'est pas américain, on n'est pas anglais, donc on va pas faire les mêmes gâteaux que les Américains. Parce que simplement, les consommateurs, ils sont pas américains et ils ont l'habitude de manger des fraisiers, des framboisiers, ce genre de choses. Donc, s'ils goûtent un cake design qui est complètement en désaccord de ce que lui, il définit comme bon dans son paramètre, vous allez manquer le but. Donc, essayez de retrouver dans vos gâteaux ce que les gens ont l'habitude de consommer en termes de texture en France. Dans le cas de la France, bien évidemment. Et ça s'adapte à n'importe quel pays. Si vous êtes dans un pays étranger, essayez de savoir comment sont les gâteaux que les gens consomment habituellement et cherchez à développer des recettes qui vont vous permettre d'atteindre le même niveau d'exigence en termes de texture, de moelleux et d'aération. Donc ce que je recommande, c'est le chiffon cake. En tout cas, je suis hyper satisfaite de cela et je ne fais pratiquement que ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut l'assaisonner à l'infini. Carrément, à l'infini. Donc, bien penser aux recettes qu'on va choisir et qu'on va aussi personnaliser pour son entreprise. Et maintenant, on va parler des fourrages. Et en termes de fourrage, on va retrouver différemment des textures différentes. Selon si on fait une ganache, ou si on fait une crème au beurre, ou si on fait un kurde, on n'a pas la même texture. Et quand je parle de recettes, c'est vraiment au niveau aussi de la technologie. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes matières. Par exemple, prenons l'exemple de la ganache. Une ganache qui est corsée en chocolat, en plein hiver, n'aura pas la même texture qu'une ganache corsée en chocolat en plein été. C'est-à-dire qu'au bout de quelques minutes à l'extérieur, on n'a pas la même texture que le même gâteau en hiver. Donc la température joue énormément, mais aussi le taux de chocolat dans la ganache va jouer aussi sur la texture finale. Donc si vous voulez que le client, quand il mange un gâteau, il ait une texture qui n'est pas trop dure, etc., il faut penser sa recette jusqu'à ce niveau de détail en fait. Et bien évidemment, si on fait une ganache montée, on aura encore plus d'aération et on aura, comme on dit, une sensation qui sera plus agréable en bouche qu'une ganache qu'on n'a pas montée, qui est juste basique en fait. Donc pensez aussi à cela. Et au niveau des kurdes, pour moi les kurdes c'est simplement des crèmes pâtissières. C'est une base de crème pâtissière c'est la même technique que la crème pâtissière. Simplement on va mettre à la place du lait, du citron ou des oranges, ou des framboises, peu importe. C'est vraiment le même principe qu'une crème pâtissière, sauf qu'on va remplacer le lait par autre chose. Et la crème au beurre qui n'est pas très très demandée, en tout cas en France. J'ai eu une seule fois une demande de crème au beurre en tant que fourrage. C'était la première et la seule fois où je l'ai eu, mais sinon généralement ce n'est pas quelque chose que les gens apprécient énormément
même si par ailleurs, quand elle est bien faite et quand elle est bien conservée à la bonne température, elle est excellente. Et on va parler maintenant du croquant. Généralement, c'est là que ça commence un petit peu à dégénérer parce qu'on ne pense pas souvent quand on démarre à rajouter des textures dans son gâteau. On se limite au biscuit, on se limite au fourrage et on ne pense pas que pour donner encore plus d'expérience positive, plus de gourmandise, il faut rajouter une troisième couche qui va être là, que je vais appeler le croquant, si dans le cas d'un gâteau par exemple, avec des noisettes caramélisées, ou alors avec des morceaux de fruits. Donc pensez vraiment à se dire comment puis-je donner encore plus de goût, plus de texture, plus de diversité à mon gâteau. Toujours pour donner, se rapprocher au minimum de ce que les gens ont l'habitude de consommer. Et là, par exemple, c'est un fraisier carrément que j'ai mis en photo, mais un fraisier monté en cake design, simplement. Et tout est à la crème au beurre, donc et généralement je fais des gâteaux qui sont assez simples au niveau décoration, donc je ne passe pas non plus 4 heures à décorer le gâteau, et ça me permet de pouvoir vraiment avoir toute la palette des saveurs possibles qui sont à ma disposition, que je peux vraiment mettre dans mon gâteau design. Maintenant, on va voir la partie couverture. Et généralement, là aussi, ça coince parce que quand on commence, on nous dit qu'on a deux options. Ou des ganaches, ou de la crème au beurre. Et on ne va même plus penser à se dire en quoi est-ce que la ganache va rajouter du goût en cohésion avec la saveur que j'ai mis dans le gâteau. On n'y pense même pas. On met juste comme ça de manière mathématique. On peut faire un gâteau, on peut faire un fraisier carrément, et on va mettre une ganache au chocolat noir autour du fraisier. Alors qu'on pourrait mettre carrément une crème au beurre aromatisée qui donnerait beaucoup plus de cohérence en termes de saveur globale du gâteau que de prendre une ganache. Ok, on peut prendre une ganache au chocolat blanc, mais ça reste du chocolat. Et mettre du chocolat partout, sans réfléchir, sans se poser de questions, au niveau de l'ensemble du gâteau, de l'ensemble gustatif du gâteau, c'est un peu dommage, je trouve. Donc, bien évidemment, pensez, ok, pourquoi je mets une ganache, pourquoi je mets une crème au beurre. Et moi, principalement, je ne fais que des lissages à la crème au beurre, à la meringue italienne. Que ce soit des gâteaux sans pâte à sucre ou avec pâte à sucre, je ne mets plus que de la crème au beurre à la meringue italienne. Et en plus, ça revient, le coût est assez avantageux par rapport à une ganache. Mais si on me demande un gâteau au chocolat, complètement chocolaté, bien évidemment, je mettrai de la ganache en lissage à la place de la crème au beurre, pour rester en cohésion, en cohérence avec la saveur globale de mon gâteau. On peut aussi rajouter des éléments décoratifs, mais encore faut-il qu'on se demande si vraiment ce qu'on rajoute peut avoir un intérêt gustatif ou c'est simplement un superflu. On fait beaucoup de superflu en cake design et ça, faut qu'on puisse le reconnaître. Mais en même temps, ça fait partie du jeu. Parce que si on ne voulait pas des gâteaux époustouflants visuellement, on irait simplement chez le boulanger prendre un fraisier ou un mocha au chocolat et on ferait sa fête tranquillement. Mais les gens commandent des cake design parce qu'ils veulent des gâteaux époustouflants. Et pour atteindre ce but époustouflant, on va devoir faire une concession sur l'utilité des décorations, et donc dans ce cas-là, on mettra des choses qui n'ont forcément pas une plus-value au niveau gustatif du gâteau, mais qui ont toute leur place au niveau design, et là, ça fait partie du jeu. Maintenant, on va bientôt terminer la partie goût en parlant du taux de sucre. Et là, on ne pense pas souvent, mais c'est important de pouvoir personnaliser ses recettes par rapport à ses retours clients et à son environnement. Si on vous dit souvent que vos gâteaux sont trop sucrés, c'est simplement qu'il faut diminuer le sucre. Typiquement, ce que les gens font, c'est qu'ils vont prendre des recettes sur internet et ils vont les recopier à la lettre. Ils ne vont pas se demander comment puis-je améliorer la recette pour que ça réponde aux exigences, aux demandes de mes clients. Pensez au sucre dans la recette du biscuit. Pensez aussi que dans la recette du fourrage, pensez aussi que dans la recette aussi des garnitures. Typiquement, voici un exemple. Je vais faire un gâteau avec un cure de la framboise, mais je veux rajouter aussi de la confiture de mangue. Enfin, je dis n'importe quoi. Déjà que le curd, il est sucré,
la confiture de menthe, c'est pas moi qui l'ai faite, donc elle va être sucrée, bah, il est évident que le gâteau, à la fin, il sera trop sucré. Donc si je mets de la confiture, il faut que je pense à désucrer mon cure en fait. Donc c'est pourquoi il est important, avant de se lancer, de penser son gâteau dans la globalité, comme j'ai dit dans la première slide. Quelles sont les saveurs que je vais rajouter et est-ce que le sucre, il ne sera pas trop si je rajoute beaucoup de couches de fourrage en fait. Et surtout quand on rajoute des choses qui sont déjà cuisinées, qu'on a acheté tout fait et qu'on veut rajouter. Typiquement des confitures. Ou alors on les fait soi-même et dans ce cas, il faut penser à bien les désucrer pour que le rendu final ne soit pas trop too much, trop de sucre en fait. Sinon c'est tellement, comment dire, le sucre en fait ça va tellement masquer les saveurs de votre gâteau que le client il va être saturé. Il pourra même pas se dire c'est bon, c'est pas bon. C'est juste trop sucré. Il ne sent plus aucune saveur. Donc pareil aussi pour le gras, bah, pensez à cela. Au niveau de la crème au beurre, au niveau de la pâte à sucre, ce que moi je fais, c'est que quand je sers moi-même les parts de gâteau dans les événements, bah, je ne sers pas du tout la pâte à sucre parce que généralement les clients ne les mangent pas. Donc c'est vraiment un élément de décoration et ça il faut en être bien conscient et le dire aussi. Donc c'est vraiment ça le jeu du cake design, c'est de passer beaucoup de temps à décorer des gâteaux avec des matériaux qui ne vont pas être consommés. Et ça, faut en être conscient. Donc si vous servez un gâteau et vous mettez toute votre couche de pâte à sucre dans l'assiette du client, qui ne connaît pas du tout le cake design, il va manger sa couche de pâte à sucre et il va dire « Oh mais c'est hyper sucré ce gâteau !» Bah en fait non. La pâte à sucre c'était vraiment pour décorer le gâteau, ce n'était pas pour ajouter du sucre dans le gâteau. Donc moi j'ai fait le parti de ne plus servir du tout de pâte à sucre dans mes coupes qu'on fait à la pâte à sucre. Et dans ce cas, je préfère des gâteaux sans pâte à sucre avec de la crème au beurre si je ne suis pas à l'événement pour moi-même servir les parts. Ou alors coacher un petit peu le traiteur ou ceux qui vont couper le gâteau pour leur dire comment il faudra couper le gâteau et comment il faudra servir le gâteau dans les assiettes. Car tout ça contribue à l'expérience qu'on offre aux clients pour qu'ils ne se disent pas « Oh, c'est trop sucré. Oh, c'est bon, c'est beau, mais c'est pas bon. » Donc, tout est pensé de A à Z avant de se lancer pour qu'au final, on ait tout le monde dans sa poche. Et on va clôturer sur cet aspect qui va être un peu l'axe de différenciation. Après avoir dit tout ça, il faut se demander, moi, en tant que cake designer, je vais me lancer ou bien je me suis lancée, quelle est ma spécialité? Qu'est-ce que j'apporte en plus dans le marché et pourquoi je suis différent de mon concurrent en termes visuels? Quelle est mon identité visuelle dans mon entreprise, dans mon branding, dans mon image de marque? Ou alors quelle est mon image gustative? Quel axe de différenciation je vais adopter au niveau de mes saveurs, au niveau de ma carte de menu? Donc il faut avoir une carte de saveurs à proposer au client qui non seulement va répondre à ce que vous voulez proposer, à votre axe de différenciation, mais aussi à ce que le client il aimerait trouver en termes de basiques, en gros les incontournables. Il y a au moins 3 saveurs incontournables que vous devrez proposer. Et en plus de cela, avoir une carte qui va être un petit peu votre spécialité, en gros votre axe de force en fait, votre force à vous. Et c'est tout aussi important que tout le reste. Donc voilà pour cette partie. On va attaquer la troisième partie qui va concerner les personnes qui veulent aller plus loin. C'est très bien de faire des beaux gâteaux, des bons gâteaux, ça prend énormément de temps, mais encore faut-il que ce soit vraiment un business en fait, que ce soit rentable. Comment vous allez passer autant de temps de votre vie à faire des gâteaux qui vont être extrêmement beaux, divinement bons, et ne pas gagner un sou alors que vous avez des gâteaux tout le temps? Ce n'est pas normal et c'est pourquoi je vais vous parler de cette partie. Et généralement, c'est quand on commence à calculer le vrai prix de son gâteau qu'on ouvre les yeux. Le calcul du prix du gâteau est l'élément déclencheur. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, le plus gros challenge ne sera pas du tout de faire des gâteaux beaux et bons, parce que ça va être un acquis dans très peu de temps, mais ce sera de savoir comment je vais réussir à vivre de cette passion.
Et là, il faudra faire des concessions, il faudra connaître le marché, ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas du tout, et être un véritable chef d'entreprise. Et ce qui marche bien pour pouvoir avoir ce déclic, c'est de calculer ses prix. Et pour ça, on a développé un outil qui s'appelle le calculateur de tarifs, que vous pouvez trouver sur le site internet de notre entreprise Cake Entrepreneur, qui permet de pouvoir calculer le prix des gâteaux et de faire plusieurs simulations différentes. Et je vous assure, jusqu'à présent, toutes les personnes qui l'ont fait n'ont plus jamais eu le même raisonnement. C'est-à-dire que c'est vraiment un élément déclencheur de tout le reste et de toute la suite. Et quand on a eu le déclic en se disant que je ne pourrai jamais vivre de ma passion si je continue à faire des gâteaux de cette qualité, à ce prix, et là on va commencer à penser comme un entrepreneur en se disant comment vais-je vivre de cette activité. Et là, il faut faire un plan d'affaires. Un plan d'affaires qui va ressembler à votre vision de ce que vous voulez faire, parce que bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes objectifs. On ne veut pas tous faire des gâteaux de mariage, on ne veut pas tous faire des gâteaux décorés. Il y a tellement de possibilités par rapport à ce que chacun veut faire. Mais il faut quand même prendre le temps pour se poser et se dire quel est le plan que je veux mettre en place dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Et en cela, nous avons aussi développé une formation pour accompagner toutes les personnes qui vont arriver à ce stade et qui vont se poser les vraies questions. Donc sur 3 mois, on nous donne des notions indispensables avec un suivi et une progression en groupe. On avance ensemble avec un plan complet à exécuter. Donc une formule complète pour vraiment passer à l'action. Bon, là vous pouvez me demander, est-ce vraiment fait pour vous? Et pour cela, on a tout simplement mis en place un échange téléphonique gratuit pour voir avec vous si vraiment c'est fait pour vous. Parce que bien évidemment, il y a des prérequis à avoir et il faut savoir aussi dans quoi est-ce qu'on s'engage. Donc typiquement, c'est une discussion qui va durer 15 minutes avec des personnes qui ont des projets en création, des projets en développement ou bien des projets en redéfinition. Donc, peu importe le stade dans lequel vous êtes, vous trouvez, ça ne coûte absolument rien de prendre cet appel et de voir ensemble en quoi ça peut vous aider. Bien évidemment, le temps, c'est précieux et on ne veut pas perdre notre temps et vous non plus. C'est pourquoi pour prendre cet appel téléphonique, il faut vraiment être sûr que 1. On veut être entrepreneur, 2. On veut pouvoir vivre de sa passion et que 3. On veut investir son temps mais aussi son argent pour se former, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de prendre l'appel téléphonique, comme ça chacun pourra conserver son temps et faire autre chose avec. Donc on est arrivé à la fin de cette formation, c'était comment s'améliorer en cake design. J'espère que ça a été intéressant et que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à partager. Dans tous les cas, vous avez 2 options. Pour vous former en termes de technique, apprendre le cake design et s'améliorer, vous avez en barre d'informations un lien qui vous donnera tout ce qui est disponible sur Cake Entrepreneur. Et si vous voulez entreprendre et dans ce cas travailler votre business, mettre tout sur pied pour commencer sur les bonnes voies, vous avez aussi en barre d'informations un lien pour vous emmener vers ce que nous proposons. Et moi je vous dis à très bientôt sur Cake Entrepreneur.